Depuis 35 ans, elle n'avait pas le droit d'entrer dans la grange. Son mari le lui avait interdit. Mais après ses funérailles, elle a brisé sa promesse. Ce qu'elle a vu à l'intérieur l'a fait tomber à genoux. Abonnez-vous et indiquez d'où vous regardez cette vidéo. La vieille maison se dressait comme un souvenir obstiné à la lisière de la prairie, là où les vents du Nebraska balayaient les champs et où le ciel s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Elle n'avait rien d'extraordinaire. Une modeste maison de plain-pied avec une peinture blanche écaillée, une véranda grinçante et une boîte aux lettres tordue qui avait depuis longtemps perdu son combat contre la gravité. Mais pour Lynette Brooks, c'était un commencement. Une vie plus calme, une chance de construire quelque chose de vrai avec un homme qui lui promettait plus que de simples mots. Elle était venue d'Atlanta des années auparavant, troquant les embouteillages, les tableurs et les petits appartements contre la terre et le silence. La transition avait été déstabilisante au début. L'immensité du paysage la faisait se sentir petite, et le silence l'enveloppait comme une présence physique. Mais avec le temps, elle en était venue à voir la maison comme un lieu où des racines pouvaient pousser, même si rien d'autre n'y parvenait. Et au cœur de ce calme se tenait Jonathan. Jonathan Brooks était un homme de peu de mots. Grand, épaules carrées, avec des mains qui semblaient éternellement tachées de graisse et d'huile. Il passait ses journées à réparer des moteurs à la station Sinclair, à 24 km de là. Il n'était pas affectueux comme Lynette avait pu imaginer l'amour. Pas de longs discours, pas de gestes spectaculaires, mais il était stable, solide, le genre d'homme qui pensait à vérifier les pneus avant un voyage, qui ne haussait jamais la voix, qui vous regardait dans les yeux quand il disait qu'il serait à la maison à 19h, et qui y était. Leur relation s'était déroulée lentement, avec une patience qu'aucun des deux ne savait posséder. Pas de romance passionnée ni de surprise à la chandelle, seulement des routines. Café du matin sur la véranda, regard échangé au-dessus de la table du dîner, sa main sur son épaule quand son dos le faisait souffrir. Une vie bâtie sur de petites choses. Mais une partie de cette vie restait résolument hors de portée. Derrière la maison, au-delà des parterres de jardin envahis par les mauvaises herbes et du tonneau d'eau rouillé, se dressait une vieille grange. Elle n'était pas grande, juste une structure usée par les intempéries, avec des planches de bois déformées et un toit affaissé d'un côté. Le cadenas sur la porte d'entrée était plus récent que la grange elle-même, un objet en laiton brillant qui accrochait toujours le soleil. Lynette n'avait jamais vu la clé. Elle se souvenait de la première fois qu'elle avait posé la question. Il venait d'emménager. Elle s'habituait encore au craquement des lames de plancher et au gémissement du vent à travers les vitres la nuit. Elle avait pointé la grange avec un sourire curieux, imaginant déjà comment il pourrait la rénover. Peut-être en faire un atelier ou un espace pour les invités. Mais la réponse de Jonathan l'avait arrêtée net. « Je préférerais que tu n'y ailles pas », avait-il dit sans la regarder. « Ce n'est pas sûr. Beaucoup de vieux équipements, des clous, des outils cassés. » Elle avait ri, pensant qu'il plaisantait, mais lorsqu'elle l'avait regardé à nouveau, elle avait vu qu'il était sérieux. Son visage était neutre, mais son ton ne laissait aucune place à la discussion. Ce fut la première fois qu'elle sentit une porte se fermer entre eux. Pas une vraie porte, pas une qu'on pouvait voir ou toucher, mais une porte tout de même. Au début, elle n'y pensa pas trop. Les hommes aiment avoir leur espace, se disait-elle, et s'il avait besoin d'un endroit pour bricoler ou être seul, elle pouvait comprendre. Tout le monde a des secrets, des petits coins d'eux-mêmes qu'ils ne partagent pas. Mais au fil des années, la grange devint plus qu'un espace interdit. Elle devint une question qui vivait dans un coin de son esprit, toujours sans réponse. Elle remarquait des choses, des petites choses. La manière dont il disparaissait parfois tard le soir, sortant par la porte derrière avec une lampe de poche et revenant 15-20 minutes plus tard. Il n'expliquait jamais et elle ne demandait pas au début. Puis il y avait les colis, des boîtes aux formes étranges livrées 1 ou 2 fois par an, toujours adressées à lui, toujours glissées sous son bras et emmenées directement à la grange. Elle n'en voyait jamais le contenu. Quand elle en parlait, il haussait les épaules. Juste des outils, disait-il, ou des trucs pour le travail. Et la conversation s'arrêtait là. Un après-midi, environ 6 ans après leur mariage, elle contourna la grange et tenta de regarder par la fenêtre. La vitre était trouble, couverte de poussière et de vieillesse, mais elle y colla son visage, mettant sa main en visière. Elle distingua vaguement des formes, peut-être des étagères ou un établi, mais rien de précis. L'obscurité à l'intérieur était totale, comme si l'endroit refusait d'être vu. Après cela,
elle cessa d'essayer. Elle se dit qu'elle était ridicule, qu'elle lui faisait confiance, et c'était vrai la plupart du temps, mais la grange restait là, comme un mot sur le bout de la langue qu'elle ne pouvait jamais tout à fait se rappeler. Ils continuèrent leur routine. Elle travaillait à mi-temps à la bibliothèque municipale. Il gardait son emploi à la station. Le dimanche, ils allaient à l'église, puis s'arrêtaient pour une tarte au dîner. Personne, en les observant, n'aurait deviné qu'une porte verrouillée pouvait créer autant de silence entre deux personnes qui s'aimaient. Pourtant, la porte restait close. Et avec le temps, sa curiosité se transforma en autre chose. Pas de la suspicion. Elle ne pensait pas qu'il cachait quelque chose de terrible. Pas une autre femme, pas une addiction secrète. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien que leur mariage. Quelque chose qui lui appartenait avant qu'elle n'entre dans sa vie. Parfois, elle imaginait ce que cela pouvait être. Un sanctuaire dédié à un amour perdu, une collection de lettres qu'il ne pouvait se résoudre à jeter. Peut-être quelque chose de plus sombre, une culpabilité qu'il portait d'avant leur rencontre. Mais peu importe à quel point ces théories devenaient folles, elles se terminaient toujours de la même manière. Elle, debout devant la porte, la main sur le loquet, incapable d'aller plus loin. Une nuit, ils étaient assis sur la véranda, regardant le ciel devenir violet derrière les champs de maïs. L'air sentait la terre et l'herbe sèche. Elle se tourna vers lui et demanda, pas pour la première fois, « Pourquoi ne me laisses-tu pas voir ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il sirota sa bière, la bouteille en verre transpirant dans la chaleur, et fixa l'horizon. « Ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à partager, » dit-il finalement. « Peut-être jamais. » Elle voulait en demander plus, insister, mais il y avait une finalité dans sa voix qui la fit taire. Il n'était pas en colère. Il ne cachait pas comme le font les menteurs. Il protégeait quelque chose. Elle ne savait simplement pas quoi. Au fil des années, ils essayèrent d'avoir des enfants, sans succès. Test de fertilité, spécialiste à Omaha, calendrier plein d'espoir et attentes déçues. Le chagrin venait par vagues, la plupart du temps non exprimé. Ils cessaient d'en parler complètement. Au lieu de cela, ils laissèrent le silence grandir comme du lierre grimpant sur le côté de la maison, s'insinuant dans les coins, trouvant des fissures. Et la grange était toujours là, toujours dans son champ de vision. Une présence qui semblait plus grande que sa taille réelle. Elle commença à éviter de la regarder. Cela ressemblait à une trahison. Un matin, elle se retrouva à nouveau devant la grange. Elle n'avait pas prévu de s'y rendre. Ses pieds l'y avaient mené, comme s'il connaissait le chemin. Elle toucha doucement le cadenas, comme s'il pouvait répondre à la gentillesse. Il était froid et dur dans sa main. L'odeur du vieux bois et du temps l'enveloppait. Elle ferma les yeux et se permit, juste un instant, de se demander quel secret pouvait être si précieux, si douloureux, que même l'amour ne pouvait ouvrir la porte. Ce soir-là, en s'asseyant pour dîner, elle remarqua quelque chose de différent sur le visage de Jonathan. Il semblait fatigué d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pas la fatigue du travail ou du temps, mais quelque chose de plus profond qui venait de l'intérieur. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête mais ne parla pas. Elle laissa tomber. Elle le faisait toujours, mais quelque chose changeait. Le silence devenait plus lourd. La grange n'était plus seulement un mystère. Elle était devenue un mur et elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore vivre avec. L'été, après que Lynette eut 36 ans, fut plus chaud que tous ceux dont elle se souvenait. Les champs autour de leur maison brunissaient plus tôt que d'habitude. L'herbe devenait cassante sous les pieds et les nuits n'apportaient aucun soulagement. La chaleur pesait lourd dans l'air, collant à la maison comme une seconde peau. C'est pendant cette saison, avec des ventilateurs de plafond tournant inutilement et des douches froides n'offrant qu'un répit temporaire, qu'elle réalisa que quelque chose avait changé entre eux. Pas de manière dramatique, pas du jour au lendemain, mais avec l'érosion lente d'une côte usée par les vagues. La grange restait verrouillée, toujours présente en arrière-plan, comme une photographie figée dans sa périphérie. Mais maintenant, elle était plus qu'une curiosité. Elle était devenue un symbole, non seulement de son secret à lui, mais de quelque chose qui manquait entre eux, quelque chose de non dit. Et la vérité plus profonde, celle qu'elle n'avait pas encore exprimée, même à elle-même, était que la grange n'était pas la seule porte fermée dans leur vie. Ils essayaient d'avoir un enfant depuis près de 7 ans. Cela avait commencé sans fanfare, sans tableau ni thermomètre, juste un haussement d'épaule optimiste et l'idée que ce qui devait arriver arriverait. Mais rien ne vint. D'abord l'attente, puis les questionnements. Un an passa, et elle en parla avec désinvolture, à moitié en plaisantant. Une autre année, et ils prenaient des rendez-vous,
s'asseyait dans des cliniques aux salles d'attente peintes en pastel, entourées de couples qui semblaient tout aussi incertains, tout aussi fragiles. Lynette se souvenait des mots du spécialiste à Omaha. Infertilité inexpliquée, avait-il dit, comme si c'était une réponse. Rien n'était techniquement mauvais chez l'un ou l'autre. Pourtant, mois après mois, cela se terminait de la même manière, par une absence. Pas de signe plus, pas de deuxième ligne, pas de célébration nocturne, ni de nouvelles murmurées, juste le silence. Elle le supporta en silence au début, se convainquant que leur moment viendrait. Mais au fil des années, elle commença à se sentir défectueuse, comme si son corps trahissait une promesse ancestrale qu'il était censé tenir. Elle gardait une petite boîte de vêtements de bébé dans le placard, des choses qu'elle avait achetées tôt, quand l'espoir semblait encore solide. Une paire de chaussettes douces, une grenouillère avec des oursons, une tétine dans un emballage vert menthe. Tous les quelques mois, elle les sortait, passait ses doigts sur le tissu, puis les rangeait comme si de rien n'était. Jonathan en parlait rarement. Il ne la blâmait jamais, n'exprimait jamais de déception, mais son silence pesait. Chaque fois qu'elle mentionnait un autre test, une autre procédure, une autre possibilité, il hochait la tête sans s'engager, comme quelqu'un qui répond à une histoire qu'il a déjà entendue trop de fois. Il allait au rendez-vous. Il remplissait les formulaires, mais émotionnellement, il restait hors de portée, comme la grange elle-même. Lynette désirait plus qu'un simple accord. Elle voulait l'entendre dire que cela comptait pour lui, qu'il ressentait la même chose. Mais il ne lui offrait que sa présence silencieuse. Et si cela l'avait autrefois réconforté, cela commençait maintenant à ressembler à une absence déguisée en soutien. Elle essayait de s'occuper. Le travail à la bibliothèque lui donnait une structure. Mais il y avait de longs après-midi lents où elle rangeait les livres mécaniquement, son esprit dérivant vers des vies parallèles, des versions d'elle-même avec une poussette, un sac allongé sur l'épaule, des rires résonnants dans la maison. Ses rêves s'accrochaient à elle comme des toiles d'araignée qu'elle ne pouvait secouer. Jonathan, de son côté, devenait plus renfermé, bien que jamais cruel. Il lui apportait encore son café le matin, réparait encore des choses sans qu'on le lui demande, mais il ne s'attardait plus à table après le dîner. Il disparaissait dans la cour arrière dans la grange, et y restait bien après la tombée de la nuit. Quand elle lui demandait ce qu'il faisait, il donnait les mêmes réponses qu'avant. Juste du rangement, juste de l'organisation, sans émotion, sans détail. Une fois, dans un moment de franchise brute, elle posa sa paume contre la porte de la grange, sentant sa chaleur sous le soleil de l'après-midi. Elle imaginait ce qu'il y avait derrière, non plus avec l'émerveillement fantaisiste des premières années, mais avec une sorte de crainte. Peut-être avait-il construit quelque chose là-dedans. Peut-être avait-il créé un espace où l'enfant qu'il n'avait jamais eu pouvait exister, ne serait-ce que dans son imagination. Elle repoussa cette pensée. Cela semblait trop douloureux, trop intime, comme une intrusion dans le chagrin. Ils ne parlaient plus d'enfants. Le silence entre eux avait changé. Ce n'était plus le calme paisible qu'ils partageaient autrefois sur la balancelle ou lors de longs trajets en voiture. Il était maintenant rempli de choses non dites, de choses évitées. Il y avait des arêtes désormais. Lynette commença à remarquer que Jonathan la touchait moins, non pas par rejet, mais avec une sorte de révérence qui frôlait la distance. Il embrassait son front comme on referme un livre qu'on n'a plus le cœur de lire. Il y avait des moments où elle voulait crier, hurler au ciel, briser quelque chose juste pour le voir se casser. Mais ces moments passaient, et elle revenait au rythme de leur journée. La maison avait encore besoin d'être nettoyée. Les courses devaient encore être faites. L'herbe continuait de pousser. La vie, malgré tout, continuait. Pour leur 12e anniversaire de mariage, Jonathan rapporta un gâteau du dîner. Il n'avait jamais fait de pâtisserie, mais elle apprécia le geste. Ils le mangèrent dans la cuisine, les fourchettes grattant contre les assiettes en carton, et pendant quelques minutes, cela ressembla presque à avant. Elle le regarda, essayant de lire son visage. Il semblait fatigué, pas physiquement, mais d'une manière plus profonde, comme quelqu'un qui portait quelque chose de lourd, devenu partie intégrante de sa posture. Plus tard, ce soir-là, alors qu'ils étaient allongés dans le lit avec les fenêtres ouvertes pour laisser entrer la brise, elle se tourna vers lui et demanda doucement « T'arrive-t-il de te demander à quoi ça aurait ressemblé ?» Il ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Il fixa le plafond longtemps avant de répondre. « Tous les jours, dit-il, et ce fut tout. » Le lendemain matin, elle l'observa depuis la fenêtre de la cuisine, alors qu'il traversait la cour, tasse de café à la main, ses pas plus lents qu'autrefois. Il s'arrêta près de la grange,
fouilla dans sa poche et déverrouilla la porte. Il disparut à l'intérieur et la porte se referma derrière lui avec son grincement familier. Elle resta là, immobile, la tasse refroidissant dans ses mains, pensant à tout ce qu'ils avaient construit ensemble et à tout ce qu'ils n'avaient pas fait. Ce soir-là, elle essaya de lui parler. Pas directement de la grange, mais de la distance entre eux, de ce que cela faisait de vivre dans une maison hantée par le fantôme d'un enfant qu'il n'avait jamais eu. Elle choisit ses mots avec soin, essayant de ne pas sembler accusatrice, de ne pas laisser la douleur prendre le dessus. Il écouta. Il le faisait toujours. Mais ses réponses étaient courtes, mesurées. « Je suis désolé, dit-il. J'aimerais avoir plus à donner. » Ce n'était pas la réponse qu'elle voulait. Ce n'était ni de la colère, ni du rejet. C'était de la résignation, un abandon silencieux à la vie qu'ils avaient fini par avoir. Après qu'il fut allé se coucher, elle sortit dans la cour arrière. Les étoiles brillaient, éclatantes contre le ciel noir, et la grange se dressait sombre et immobile sous leur éclat. Elle s'approcha, posa à nouveau sa main sur la porte. Elle était fraîche maintenant, la chaleur du jour envolée. Elle appuya son front contre le bois et ferma les yeux. « Qu'est-ce que tu caches là-dedans, Jonathan ?» murmura-t-elle à personne en particulier. Elle savait qu'il ne cachait rien de malveillant. Ce n'était pas un homme à avoir des squelettes dans le placard, mais c'était un homme avec du chagrin. Et peut-être que c'était pire. Peut-être que ce qui vivait derrière cette porte était le reflet de quelque chose qu'il ne pouvait supporter de partager. Pas parce qu'il ne lui faisait pas confiance, mais parce que cela ferait trop mal. Elle se détourna et rentra. Elle ne demanderait plus. Pas encore. Mais la question s'était enracinée plus profondément que jamais, et bien qu'elle ne s'en rendît pas encore compte, la réponse viendrait finalement. Trop tard pour la demander, mais pas trop tard pour comprendre. Le premier signe fut si petit, si ordinaire, que Lynette faillit le manquer. Jonathan avait toujours été un homme fort, non seulement par sa carrure, mais par sa manière de bouger, déterminé, ancré. Il grimpait aux échelles sans hésiter, soulevait des boîtes à outils avec aisance et travaillait du lever au coucher du soleil, sans presque jamais se plaindre. Alors, quand elle le vit se frotter le bas du dos après s'être levé de table, elle pensa que ce n'était rien d'autre qu'un muscle froissé ou une longue journée au garage. Mais cela se reproduisit, encore et encore. Bientôt, ce n'était plus seulement son dos. Il y avait d'autres signes. Perte d'appétit, fatigue qui persistait même après une nuit complète de sommeil. La couleur de son visage commença à s'estomper. Ses pas perdirent leur rythme assuré. Et parfois, quand il pensait qu'elle ne regardait pas, il grimaçait sous l'effet de douleurs soudaines qui le saisissaient en plein mouvement. Lynette lui demanda de voir un médecin, doucement d'abord, puis plus fermement. Jonathan résistait. Il disait que c'était juste l'âge, que tout le monde ralentissait un jour, qu'elle s'inquiétait trop. Mais ses chemises commençaient à pendre plus lâchement sur son corps et des cernes se formaient sous ses yeux. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Un après-midi, elle prit elle-même le rendez-vous. Quand elle le lui annonça, il ne protesta pas. Cela l'effraya plus que tout. Ils se rendirent à Lincoln 2 jours plus tard. La salle d'attente de la clinique était stérile et froide malgré les œuvres d'art colorées sur les murs. Lynette remplit le formulaire pendant que Jonathan était assis en silence à côté d'elle, les mains croisées sur ses genoux. Quand l'infirmière appela son nom, il lui fit un petit signe de tête et suivit le couloir sans se retourner. Elle attendit seule. 1 heure passa, puis une autre. Enfin, le médecin sortit, son expression indéchiffrable. Ils s'assirent dans une petite pièce au mur beige avec une horloge dont le tic-tac semblait trop fort. Les mots vinrent lentement, prudemment. Cancer du pancréas, stade avancé, inopérable. Le temps sembla se replier sur lui-même. Lynette entendit les mots, mais ils ne l'atteignirent pas tous d'un coup. C'était comme se tenir sur une plage et regarder une vague monter incroyablement haute, sachant qu'elle allait s'écraser, mais incapable de bouger. Jonathan ne parla pas. Il hocha simplement la tête. Son visage impassible, comme s'il l'avait déjà su. Le trajet du retour fut silencieux. Aucun d'eux ne parla. Les champs défilaient en taches dorées et vertes, le ciel vaste et impitoyable au-dessus d'eux. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Jonathan sortit de la voiture et entra sans l'attendre. Elle le suivit, ses doigts tremblants sur la poignée de la porte. Dans les jours qui suivirent, il refusa tout traitement supplémentaire. Pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie. Il lui dit qu'il ne voulait pas passer le temps qu'il lui restait allongé dans un lit d'hôpital avec des tubes dans les bras. Il voulait être chez lui, dans son propre lit, avec sa propre tasse de café sur la table et les sons familiers de la véranda grinçante sous ses pieds. Lynette ne discuta pas. Elle ne pouvait pas. Si ça avait été elle,
elle aurait peut-être fait le même choix. Elle devint donc son infirmière. Elle organisa ses médicaments, ajusta son régime alimentaire et l'aida à se déplacer dans la maison quand il devint trop faible pour le faire seul. Elle apprit à vérifier ses signes vitaux, à gérer sa douleur. La nuit, elle s'asseyait à côté de lui, parfois en lui lisant à voix haute, parfois en lui tenant simplement la main alors qu'il s'endormait d'un sommeil agité. La déchéance fut à la fois rapide et atrocement lente. Certains jours, il était lucide et bavard, plaisantant même avec cet humour sec qui lui rappelait l'homme qu'il était d'autrefois. D'autres jours, il ouvrait à peine les yeux. Son corps s'étiolait sous ses yeux, et peu importe à quel point elle s'accrochait, elle ne pouvait arrêter l'effilochage. C'est lors d'un de ses jours meilleurs, si tant est qu'un tel jour puisse exister, qu'il reparla de la grange. Elle l'aidait à s'installer dans son fauteuil sur la véranda quand il posa doucement sa main sur son poignet. Sa poigne était faible, mais déterminée. « S'il m'arrive quelque chose, dit-il, sa voix fine comme le vent, n'y va pas. » Lynette le regarda, surprise. Elle n'avait pas pensé à la grange depuis des semaines. Son esprit était accaparé par les horaires de médicaments, les appels de médecins, la douleur du chagrin anticipé. La grange était devenue un bruit de fond. « Je suis sérieux, » ajouta-t-il, son regard croisant le sien. « Promets-moi, même après que je serai parti. » Elle voulut demander pourquoi, exiger enfin la vérité. Mais quelque chose dans ses yeux l'arrêta. Ce n'était pas de la peur, c'était du chagrin. Un chagrin profond et ancien qu'elle ne comprenait pas. Elle hocha la tête. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je promets. » Les mots avaient un goût amer dans sa bouche, mais elle les prononça quand même. Cette nuit-là, alors qu'elle l'aidait à se coucher, il murmura autre chose, presque trop faible pour être entendu. « Je l'ai gardé pour nous, » dit-il. « Tu ne comprendras peut-être pas, mais il le fallait. » Il s'endormit avant qu'elle puisse demander ce qu'il voulait dire. Les semaines suivantes furent un flou de déclin. Jonathan dormait plus qu'il n'était éveillé. Sa voix s'affaiblissait, sa peau devenait plus froide. Lynette resta à ses côtés tout au long, tenant sa main comme si c'était la dernière chose qui l'ancrait à la terre. Puis un matin, il n'était plus là. Il s'était éteint dans son sommeil, sa main encore légèrement refermée sur la sienne, sans drame, sans dernier souffle, seulement le silence. Un silence final, irréversible. La maison semblait insupportablement calme dans les jours qui suivirent. Elle s'occupa des arrangements funéraires avec l'efficacité détachée de quelqu'un qui se déplace sous l'eau. La cérémonie fut modeste. Quelques voisins étaient présents, un collègue du garage, un cousin éloigné dont elle se souvenait à peine. Elle se tenait seule près de la tombe, le vent tirant sur son manteau, tandis que le pasteur prononçait quelques mots solennels. Elle ne pleura pas à ce moment-là. Son chagrin n'avait pas encore trouvé où se poser. Il flottait juste hors de portée, comme une tempête attendant son heure. En rentrant chez elle, la première chose qu'elle vit par la fenêtre de la cuisine fut la grange. Toujours debout, toujours verrouillée, toujours en attente. Au début, elle tenta de l'ignorer. Elle se concentra sur le tri des affaires de Jonathan, mettant ses vêtements dans des cartons, fouillant les tiroirs. Mais partout où elle se tournait, il y avait des rappels. Son nécessaire de rasage sur l'étagère de la salle de bain, ses bottes près de la porte arrière, l'odeur de lui dans les chemises en flanelle qu'elle ne pouvait se résoudre à laver. Chaque jour, la grange attirait son regard avec plus d'insistance. Ce n'était plus seulement une question, c'était la seule question. Qu'avait-il gardé pour elle? Quelle vérité avait-il emporté dans la tombe? Elle se réveillait au milieu de la nuit et se retrouvait devant la fenêtre, les yeux fixés sur la silhouette sombre de la structure. Une fois, elle marcha pieds nus à travers l'herbe trempée de rosée et se tint devant, tremblante. Elle toucha le cadenas, s'attendant presque à ce qu'il s'ouvre, mais elle n'entra pas. Pas encore. Elle avait fait une promesse, et même dans la mort, celle-ci tenait. Mais son poids devenait insupportable. Un matin, elle se retrouva assise sur la véranda, regardant la grange alors que le soleil se levait derrière, projetant de longues ombres dans la cour. Elle serrait sa tasse de café comme si cela pouvait l'empêcher de s'effondrer. Elle pensa à la manière dont Jonathan l'avait regardée dans ces derniers jours, non pas avec culpabilité, mais avec une tendresse désespérée, comme s'il voulait la protéger de quelque chose qu'elle n'était pas assez forte pour supporter. Mais elle était forte. Elle l'avait accompagnée dans le pire. Elle avait vu l'homme qu'elle aimait s'effacer en poussière et avait quand même réussi à se réveiller le lendemain. Et maintenant, tout ce qui restait était une porte verrouillée. La promesse qu'elle avait faite commençait à ressembler moins à du respect qu'à une chaîne.
Elle murmura son nom dans la lumière du matin. Puis, elle se leva et marcha vers la grange. L'herbe était encore humide de rosée lorsque Lynette quitta la véranda et traversa la cour arrière. Elle portait une vieille chemise en flanelle de Jonathan, par-dessus sa chemise de nuit, les manches maladroitement retroussées au-dessus des poignets. Le soleil venait à peine de franchir l'horizon et le ciel brillait d'un gris doux et indifférent. Chaque pas qu'elle faisait apportait une fraîcheur humide à ses chevilles, mais elle le remarquait à peine. Ses yeux étaient fixés sur la grange. Elle se tenait là, comme toujours, usée par les intempéries, affaissée au coin, comme si elle s'inclinait face aux années passées. Le cadenas sur la porte était toujours là, terni par le temps, parsemé de rouille. Sa vue fit naître une petite onde silencieuse dans sa poitrine. Elle lui avait promis de ne pas entrer. Mais que signifiait une promesse quand la personne à qui elle était faite n'était plus là pour la tenir? Le vent murmurait à travers le champ de maïs derrière la maison, portant avec lui l'odeur de la terre et un vague souvenir. Elle s'arrêta à la porte, ses doigts effleurant le métal froid du cadenas. Pendant un instant, elle imaginait à nouveau sa voix, douce mais ferme. « N'y va pas ». Même maintenant, son absence semblait moins un vide qu'une ombre persistante dans chaque recoin de la propriété. Et là, la main posée sur ce qui lui avait caché toutes ces années, elle avait l'impression qu'il la regardait encore. Lynette plongea la main dans sa poche et en sortit la clé. Elle l'avait trouvée dans une enveloppe sans inscription, glissée dans le tiroir de sa table de nuit 3 soirs après les funérailles. Elle ne l'avait pas touchée jusqu'à maintenant. En la tenant, elle avait l'impression de tenir un fil sous tension, comme si le simple fait de la posséder pouvait rompre quelque chose de sacré. Mais ce matin-là était différent. Le calme dans la maison commençait à devenir étouffant. L'écho de ses propres pas, l'absence de son souffle dans la chambre, la tasse de café intacte près de l'évier. Tout cela commençait à peser sur sa poitrine. Elle avait besoin d'air et de réponse. La clé glissa dans le cadenas avec une facilité presque excessive, comme si elle l'attendait. Avec un clic sourd, le verrou céda. Elle hésita, la respiration courte, puis poussa la porte. L'odeur la frappa d'abord. Pas de pourriture ni de moisissure, mais de la poussière, du bois et quelque chose d'inattendu, doux comme du miel et du vieux papier. La lumière filtrait à travers les lattes tordues des murs, projetant des rayures sur le sol. Pendant un instant sur le seuil, clignant des yeux dans la pénombre, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Ce n'était pas un atelier. Pas de bidon d'huile, pas d'outils rouillés, ni de pièces de voiture comme elle l'avait imaginé. À la place, l'espace s'ouvrait doucement sur autre chose, quelque chose de déchirant et inattendu. Sur le mur du fond, des dessins d'enfants étaient soigneusement épinglés en rangées, des croquis colorés et irréguliers en crayon et feutre, des bonshommes tenant des mains, un soleil bancal dans un coin de page, un chien avec des taches et un collier bleu. Au-dessus, en grandes lettres, des mots qui firent vaciller ses jambes. Pour maman et papa. Je vous aime, notre famille. Sous les dessins, une petite étagère était remplie de livres d'images usées et de peluches. Un ours en peluche abîmé était appuyé sur le côté. Une oreille presque arrachée. Un train en bois serpentait sur le sol à proximité, comme si quelqu'un venait de quitter la pièce et pourrait revenir à tout moment pour reprendre le jeu. Dans un coin, il y avait un berceau, en bois véritable, poncé lisse et peint en blanc, bien que la peinture ait commencé à s'écailler. Une petite couverture tricotée reposait à l'intérieur, et sur l'oreiller trônait un éléphant en peluche, ses oreilles affaissées, mais ses yeux en bouton toujours alertes et doux. Cette vue la fit porter une main à sa poitrine. Ce n'était pas juste un espace de rangement, c'était une chambre d'enfant. Elle avança lentement, comme si elle craignait de briser un sortilège. Chaque pas soulevait la poussière, l'envoyant tournoyer en fines volutes. L'air était chaud, figé, familier. Ses doigts effleurèrent le bord d'un mobile suspendu au-dessus du berceau. Des étoiles en bois, sculptées et peintes à la main, suspendues par des bouts de ficelle. Elle tournait doucement dans le courant d'air, comme mue par un souffle. Cela n'avait aucun sens. Rien de tout cela n'avait de sens. Ils n'avaient jamais eu d'enfant. Ils avaient essayé année après année, jusqu'à ce que l'espoir devienne une vieille blessure qu'ils avaient cessé de toucher. Et pourtant, ici, dans cette pièce secrète qu'il avait construite derrière une porte verrouillée, Jonathan avait créé un monde où leur enfant avait existé. Sur une petite table à côté du berceau se trouvait un carnet. Un simple carnet à spirale, comme ceux de son enfance. Sa couverture bleue était décolorée, les coins recourbés. Elle le prit d'une main tremblante et l'ouvrit à la première page. En haut de son écriture soignée et carrée, il y avait ces mots.
Journal d'un père. Pour toi, mon enfant, si tu trouves ceci un jour. Lynette s'effondra au sol. Elle tourna les pages lentement, chaque ligne révélant une partie d'un monde qu'elle ignorait qu'il portait. Les premières entrées étaient prudentes, incertaines. Aujourd'hui, j'ai construit le berceau. Je ne sais pas si c'est idiot, si je me prépare à avoir le cœur brisé, mais j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. J'avais besoin de croire que ça pouvait arriver, que tu pouvais arriver. Ta mère ne sait pas. Je ne pense pas qu'elle comprendrait. Je ne pense même pas comprendre moi-même. Mais chaque clou que j'ai enfoncé dans ce bois semblait construire plus qu'un meuble. Je construisais de l'espoir. Elle continuait à lire et les entrées devenaient plus détaillées. Il écrivait sur des étapes imaginaires. Premier mot, premier pas, genou écorché, histoire avant le coucher. Il avait donné un nom à l'enfant, bien que ce ne soit jamais le même. Parfois Ben, parfois Grace, parfois simplement toi. Il écrivait sur la joie qu'il ressentait rien qu'en pensant à être père, et sur la douleur qui venait chaque fois que la réalité lui rappelait que cela pourrait ne jamais arriver. J'ai acheté l'éléphant aujourd'hui. Il a des yeux gentils. Il veillera sur tes rêves, petit. J'ai regardé ta mère planter des tournesols aujourd'hui. Elle semblait fatiguée. Je voulais lui dire que je crois encore, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Alors, je suis venue ici et je les ai écrits à la place. Certains jours, je jurerais entendre ton rire. Je sais que c'est fou, mais ça me fait tenir. Lynette referma le carnet, les mains tremblantes. Elle regarda à nouveau autour de la pièce et la vit avec de nouveaux yeux. Chaque objet, chaque jouet, soigneusement placé, chaque dessin était un témoignage de son chagrin silencieux et inavoué, et de son amour profond, patient, inébranlable. Il ne l'avait pas tenue à l'écart de la grange pour la punir ou cacher quelque chose de sombre. Il l'avait fait pour protéger le rêve qu'il avait construit quand la vie ne leur avait laissé aucune autre option. Un rêve trop fragile pour survivre hors de ses quatre murs. Un sanglot lui échappa, brusque et soudain. Elle pressa son front contre le bord du berceau, ses larmes s'infiltrant dans le vieux bois. Le chagrin qu'elle avait enfoui pendant des années jaillit d'un coup. Le chagrin pour l'enfant qu'il n'avait jamais eu, pour l'homme qui avait porté seul le poids de cette perte, et pour la femme qu'elle avait été, aveugle à la profondeur de sa douleur. Elle resta là pendant des heures. Le soleil monta plus haut, réchauffant le toit de la grange, et la poussière commença à scintiller dans la lumière. Elle ne bougea pas. Elle n'en avait pas besoin. Pour la première fois depuis sa mort, elle avait l'impression d'être à nouveau en sa présence. Finalement, elle se leva et essuya son visage. Elle marcha lentement dans la pièce, touchant chaque objet, chaque jouet, chaque livre, chaque fragment de la vie qu'il avait imaginé pour eux. Cet endroit, autrefois interdit, était devenu sacré. Elle laissa la porte de la grange ouverte en sortant. Le vent se leva légèrement, faisant frémir les pages du carnet qu'elle avait laissé sur la table. Et bien que l'espace soit vide, il ne semblait plus abandonné. Il semblait vivant. Pendant les jours qui suivirent la découverte de la grange, Lynette erra dans la maison comme une somnambule. Le monde extérieur continuait de tourner. Les voisins tondaient leur pelouse, les camions grondaient sur les routes de campagne. Les étagères du supermarché local changeaient subtilement avec la saison. Mais dans son monde intérieur, le temps s'était effondré. Elle avait trouvé l'épicentre du silence de Jonathan, l'endroit où tous les mots qu'il n'avait jamais dits s'étaient accumulés comme de l'eau dans un puits caché. Et maintenant, il résonnait dans son esprit avec une clarté douloureuse. Elle retournait à la grange chaque matin, parfois avec un café, parfois avec des mains tremblantes et une douleur dans la poitrine qui refusait de partir. Plus elle lisait le carnet, plus elle commençait à comprendre l'homme qu'elle avait épousé et la profondeur de son chagrin silencieux. Ces mots n'étaient ni travaillés, ni poétiques. Ils étaient simples, constants, pleins de désir. Pas une seule fois, il ne lui reprocha la vie qu'ils n'avaient pas pu construire ensemble. Il ne se blâmait même pas lui-même. Au lieu de cela, il utilisait le journal pour parler à quelqu'un qui n'avait jamais existé, mais qui était aimé tout de même. Elle lut des passages sur la manière dont il avait choisi le design du berceau, voulant quelque chose de solide, mais au bord doux, parce qu'il imaginait leur enfant mâchouiller les barreaux. Sur les nuits où il se glissait dehors pendant qu'elle dormait pour travailler sur les dessins qu'il accrochait au mur, prétendant qu'ils avaient été faits par de petites mains et non les siennes. Sur l'ours en peluche qu'il avait sauvé d'un bac de friperie, les livres d'images qu'il achetait en secret, la couverture qu'il avait essayé de coudre lui-même avant d'abandonner et d'en commander une en ligne. Une page se démarqua plus que les autres.
Elle était écrite d'une main tremblante, les traits de stylo faibles et irréguliers. Tu ne me connaîtras pas, pas vraiment. Mais moi, je te connaissais, chaque parcelle de toi, même si je n'ai jamais vu ton visage. Je connaissais ton rire. Je l'entendais dans le vent. Je connaissais la sensation de ta main, parce que parfois je t'imaginais serrant mon doigt alors que je te portais à travers la cour. Je connaissais le poids de ton sommeil contre ma poitrine, même si ce poids n'était fait que de mémoire et d'air. Tu étais à moi, même si ce n'était que dans cet endroit. Et je suis désolée, tellement désolée de ne pas avoir pu te rendre réel. Il n'y avait pas de signature, juste une date griffonnée presque illisiblement, quelques semaines seulement avant que le cancer ne l'emporte. Lynette referma le carnet avec une révérence silencieuse, comme si elle scellait une prière. Ses doigts s'attardèrent sur la couverture, et pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas seule dans son chagrin. Il était partagé maintenant, porté dans chaque recoin de la grange, dans chaque jouet couvert de poussière, et chaque dessin au crayon. Jonathan ne s'était pas simplement échappé dans cet endroit. Il y avait survécu, construit quelque chose de durable à partir du vide qu'ils avaient tous deux porté en silence. Des souvenirs commençaient à se tisser dans son esprit, des moments qui semblaient autrefois insignifiants, mais qui scintillaient maintenant d'une nouvelle signification. Elle se souvenait de la première fois où il était rentré avec une grande boîte en carton, sans explication. Elle lui avait demandé ce que c'était, et il avait souri, un sourire fatigué en disant « juste quelque chose pour le garage ». Elle se souvenait des nuits où il restait allongé à côté d'elle, les yeux ouverts, immobile, respirant lentement, comme s'il retenait une tempête. Elle se souvenait de la manière dont il regardait les enfants dans le parc, non pas avec envie ou amertume, mais avec une douleur silencieuse, les yeux doux et indéchiffrables. Tout ce temps, il avait construit un monde pour l'enfant qu'il n'avait jamais eu. Pas pour remplacer cet enfant, pas pour nier leur réalité, mais pour s'accrocher à une partie de lui d'une manière qui ne le noirait pas. Elle avait porté son deuil en silence, et lui aussi, mais dans des langages complètement différents. Son chagrin à elle avait été intérieur, enfoui sous les routines de la vie quotidienne. Le sien était devenu cette pièce. Elle retournait à la grange tous les après-midi, parfois juste pour s'asseoir. Il n'y avait pas de fantômes là-dedans, pas de murmures dans les coins, seulement le bourdonnement régulier du vent à travers les planches et l'odeur de pain, de papier et de temps. Elle dépoussiéra l'étagère, réarrangea les peluches, redressa le mobile lorsqu'il penchait. Elle traitait cet espace non pas comme un musée de la douleur, mais comme une mémoire vivante, d'espoir, d'amour, du rêve silencieux de Jonathan. Un après-midi, alors qu'elle balayait le sol, elle trouva un second carnet caché derrière le berceau, plus fin que le premier. Il ne contenait que quelques entrées, mais elles étaient plus profondes que les autres. Dans celle-ci, Jonathan avait commencé à lui écrire. « Je ne sais pas si tu trouveras ceci un jour, ni si tu comprendras, mais je t'ai toujours aimé plus que je ne pouvais le dire. Je ne t'ai pas parlé de cet endroit parce que je voulais t'épargner. Je ne voulais pas voir ce regard dans tes yeux, celui que tu as quand tu penses avoir échoué. Tu n'as pas échoué. Rien de tout cela n'était de ta faute. J'ai construit cette pièce pour moi, pour nous, pour ce qui aurait pu être. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie, et je suis désolée pour les choses que je n'ai pas dites. » Lynette lut l'entrée lentement, des larmes coulant silencieusement sur ses joues, brouillant les mots jusqu'à ce qu'ils dansent en vagues d'encre. Elle serra le carnet contre sa poitrine, son cœur douloureux d'un mélange étrange et inattendu de chagrin et de paix. Il l'avait aimée, pas seulement de la manière dont il l'avait montré avec constance et stabilité, mais d'une manière qu'il avait enfouie si profondément que ce n'est qu'à présent, dans son absence, qu'elle était révélée. Elle commença à apporter des morceaux de sa propre mémoire dans cet espace. Depuis le grenier, elle récupéra une boîte poussiéreuse d'objets de son enfance. Une poupée décolorée, une bague en plastique d'une boîte de céréales, une photo de son père la tenant pour toucher les branches d'un arbre. Elle les plaça doucement parmi les objets de Jonathan, côte à côte. Ce n'était plus seulement son rêve. Cela devenait quelque chose de partagé. Les voisins commencèrent à remarquer un changement. Madame Fenton, qui vivait 3 maisons plus loin, lui fit un signe de la main avec un sourire plus lumineux lorsqu'elle passait. La bibliothécaire de la succursale locale lui demanda si elle était intéressée à aider pour la nouvelle heure de compte pour enfants. Même la caissière du supermarché remarqua qu'elle semblait redevenir elle-même. Ce n'était pas de la joie qu'il voyait. Pas exactement. C'était une présence. Lynette était revenue d'où le chagrin l'avait emmenée. Pas entière,
Pas encore, mais en voie de guérison. Chaque soir, elle retournait à la grange pour écrire. Elle reprit là où Jonathan s'était arrêté, utilisant les mêmes carnets, la même écriture soignée. Elle écrivait à l'enfant qu'il n'avait jamais eu, racontait des histoires sur la vie qu'ils auraient pu vivre, décrivait les jours tels qu'ils étaient maintenant. Calme, guérisseur, plein d'échos doux. Parfois, elle imaginait Jonathan lisant par-dessus son épaule, hochant la tête de cette manière calme qui était la sienne, comme pour dire « Oui, c'est ça, continue ». C'est dans cet esprit qu'elle commença à envisager à nouveau le monde extérieur, non pas avec crainte, mais avec un désir tranquille. L'idée vint lentement, se formant comme de la condensation sur une vitre. Peut-être y avait-il d'autres enfants là-dehors, pas les siens par le sang, mais ayant besoin de ce que Jonathan avait essayé de donner. Pas pour combler l'espace laissé derrière, mais pour honorer le rêve qui avait autrefois vécu en secret. Elle commença à se renseigner sur les programmes locaux de placement familial, à explorer les opportunités de bénévolat dans les foyers de groupe. Elle n'était pas prête à prendre une décision. Pas encore, mais elle était prête à y penser. Et c'était un début. La grange, autrefois un lieu de solitude et de secret, était devenue un sanctuaire. Elle accrocha des rideaux légers aux fenêtres, laissant entrer plus de lumière. Elle remplaça l'ampoule vacillante par une lampe plus chaude. Elle commença à lire à voix haute les livres d'images sur l'étagère, non pas parce que quelqu'un était là pour écouter, mais parce que cela semblait juste, parce que le son doux et aimant avait sa place dans cet espace. Jonathan n'avait pas été un père au sens traditionnel, mais il avait aimé comme tel, espéré comme tel, pleuré comme tel, et dans ses pages, dans ses étoiles sculptées à la main et ses dessins griffonnés, il l'était devenu. C'était la vérité que Lynette portait avec elle maintenant. Pas la tragédie de ce qu'ils avaient perdu, mais le triomphe discret de l'amour qu'ils avaient réussi à garder vivant, même quand la vie avait dit non. Un soir, elle sortit de la grange, l'air frais contre sa peau, la dernière lumière dorée s'étendant longuement à travers le champ. Derrière elle, le vent faisait doucement tourner le mobile. Devant elle, le monde attendait. Les jours s'allongeaient à mesure que le printemps cédait la place à l'été. La lumière du soleil s'attardait après le dîner, projetant des teintes ambrées chaudes sur les champs et filtrant à travers les rideaux légers que Lynette avait accrochés aux fenêtres de la grange. La maison restait silencieuse, mais ce silence n'était plus pesant. Ce n'était plus une absence, plus l'écho de quelque chose de perdu. Il s'était adouci en une quiétude calme, révérencieuse, comme le silence d'une chapelle ou celui qui suit un rire lorsque le cœur est plein et apaisé. Chaque matin commençait désormais de la même manière. Lynette se levait avant que la chaleur ne s'installe, préparait son café et marchait pieds nus à travers l'herbe jusqu'à la grange. Parfois, elle apportait un nouveau carnet. Parfois, l'ancien, portant encore l'écriture de Jonathan, sa couverture usée par le toucher de ses doigts. Elle s'asseyait dans le rocking chair qu'elle avait placé près du berceau, une vieille chaise en bois qu'elle avait sortie du débarras et poncée, son grincement désormais un rythme familier, et elle écrivait. Elle écrivait à Jonathan, à l'enfant qui n'avait jamais été, à elle-même. Elle écrivait des souvenirs, des rêves, de nouvelles pensées et des révélations tranquilles. Certains jours, ses entrées étaient longues et sinueuses, d'autres jours, juste une ligne. Tu me manques, je vais bien, je te vois dans le vent. Elle ne pleurait plus en entrant dans la grange. Le chagrin, toujours présent, s'était tissé dans ses rituels quotidiens, une constante discrète qui ne l'accablait plus. L'espace s'était transformé, non seulement en apparence, mais en signification. Il était devenu un sanctuaire, non seulement de ce qui avait été perdu, mais de ce qui pouvait encore être. La communauté, autrefois floue derrière sa fenêtre, commença à la ramener à elle. Tout commença petit. Au marché fermier, une mère avec 2 tout-petits lui demanda si elle pouvait tenir son bébé pendant qu'elle gérait un panier de légumes. Lynette dit oui, presque sans réfléchir, et lorsque ce petit poids s'installa dans ses bras, elle sentit une émotion discrète et puissante sous ses côtes. Pas de la douleur, mais une disponibilité. À la bibliothèque, la directrice lui demanda si elle serait prête à animer 1 heure de conte pour enfants pendant l'été. La dernière bénévole avait déménagé et le programme avait besoin de quelqu'un de chaleureux, de fiable. Lynette hésita un instant avant d'accepter. Elle passa des heures à se préparer, choisissant des livres qui avaient autrefois rempli la nurserie improvisée de Jonathan, des livres qu'il avait soigneusement choisis dans l'espoir d'une soirée qui ne viendrait jamais. La première séance fut éprouvante. Sa voix tremblait légèrement en lisant, mais les enfants l'écoutaient avec des yeux écarquillés et des visages ouverts.
Leur rire emplissait la petite salle, vif et spontané, et pour la première fois depuis des années, Lynette rit avec eux. Pas le sourire poli et forcé qu'elle arborait dans les allées du supermarché ou sur les bancs de l'église, mais un rire véritable, spontané, qui la laissa essouffler et clignant des yeux pour retenir ses larmes. Elle commença à faire du bénévolat à l'agence locale de placement familial le week-end. Cela commença par organiser des dons et nettoyer les salles de jeu. Mais bientôt, elle passait du temps avec les enfants pendant les heures de visite, leur lisant des histoires, les aidant avec leurs devoirs. Certains étaient silencieux et réservés, d'autres sauvages et sans filtre. Tous avaient faim de quelque chose. Attention, sécurité, compréhension. Lynette donnait ce qu'elle pouvait, et en retour, il lui offrait des moments de connexion, de grâce inattendue. L'idée d'adopter un enfant elle-même restait encore lointaine, comme une montagne à l'horizon, visible, possible, mais pas encore à portée de main. Elle ne se précipitait pas vers cela. Elle n'essayait pas de combler l'espace laissé par Jonathan. Cet espace lui appartenait et lui appartiendrait toujours. Mais l'amour qu'il lui avait laissé, cet amour discret, durable, façonné par un rêve, était trop grand pour être contenu. Il avait besoin d'un endroit où aller. Un après-midi, en nettoyant la grange, Lynette tomba sur une petite boîte qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Elle était cachée sous une étagère, derrière une pile de couvertures. À l'intérieur se trouvaient des bouts de papier pliés, des dizaines, chacun marqué d'un nom d'enfant imaginé. Certains étaient courants. Emma, Jack, Lily, d'autres inhabituels, fantaisistes, clairement nés de l'espoir et de l'imagination. Cypress, Hallow, Orion. Au dos de chaque papier, Jonathan avait écrit des traits. Rire fort, aime les étoiles, curieux, courageux. C'était comme s'il avait conjuré 1000 versions de l'enfant qu'il ne rencontrerait jamais, donnant à chacune un nom, une personnalité, une vie. Lynette étala les papiers sur le tapis, les touchant doucement du bout des doigts. Elle pleura en silence, non pas de douleur, mais de la pure beauté de cet acte, de tout l'espace qu'un cœur pouvait contenir. Elle rassembla les papiers dans un bocal en verre et le plaça sur l'étagère à côté des livres. Un hommage, une constellation des enfants qu'ils n'avaient jamais rencontrés, mais qui avaient existé pour eux malgré tout. Ce soir-là, elle retournait à la maison alors que le soleil commençait à descendre, projetant de longs rayons dorés à travers la prairie. Elle s'arrêta au pied des marches de la véranda, regardant en arrière vers la grange. Sa porte était légèrement entr'ouverte, laissant la lumière intérieure se répandre comme une chaleur. Elle ne ressemblait plus à une relique oubliée. Elle semblait être un lieu vivant, un espace qui respirait et contenait. Elle entra dans la cuisine et prépara du thé, l'odeur de camomille s'élevant dans l'air immobile. Sur la table se trouvait la dernière lettre de l'agence de placement familial. Ils organisaient une sortie d'été pour les enfants et avaient besoin de bénévoles pour encadrer un pique-nique au bord de la rivière, des jeux, un déjeuner sous les arbres. Elle toucha légèrement le papier, puis prit un stylo et écrivit son nom sur le formulaire d'inscription. Cette nuit-là, le sommeil vint facilement. Elle rêva de Jonathan, non pas tel qu'il était dans ses derniers jours, frêle et s'effaçant, mais tel qu'il était au début, fort, stable, ses yeux pleins d'une malice tranquille. Dans le rêve, il se tenait à côté d'elle dans la grange, une main posée légèrement sur le berceau, l'autre tenant la sienne. Il ne parlait pas, mais il n'en avait pas besoin. Elle ressentait tout ce qu'il voulait dire dans la manière dont son pouce caressait le dos de sa main. Lorsqu'elle se réveilla, la chaleur de son toucher persistait. Une semaine plus tard, un théâtre de marionnettes itinérant s'installa sur la pelouse du village. C'était le genre d'événement qu'elle et Jonathan auraient pu croiser lors d'une promenade du soir, s'arrêtant juste assez longtemps pour écouter avant de rentrer chez eux. Cette fois, elle marcha délibérément vers la foule et trouva une place sur l'herbe parmi les enfants et les familles. Elle s'assit en tailleur, les bras autour des genoux, regardant les marionnettes danser et culbuter sur la petite scène. Les enfants autour d'elle criaient de rire, leur voix s'élevant dans un délice pur. Puis, comme attiré par un fil invisible, un petit enfant, pieds nus, les cheveux en bataille, quitta son groupe et grimpa sur ses genoux sans un mot. Il s'appuya contre elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Lynette ne bougea pas. Elle enroula simplement ses bras autour de lui et regarda le spectacle. À cet instant, quelque chose changea en elle. Pas soudainement, pas de manière explosive, mais comme une porte longtemps fermée qui s'ouvrait lentement en grinçant. Elle ne savait pas qui était ce garçon. Elle n'en avait pas besoin. Ce qu'elle ressentait n'était ni un remplacement, ni une guérison. C'était une présence.
C'était de la lumière. Lorsque le spectacle se termina, l'enfant courut rejoindre son groupe sans se retourner. Lynette resta longtemps sur l'herbe, ses mains reposant calmement sur ses genoux, ses yeux fixés sur la scène, alors que les marionnettistes commençaient à ranger leur monde. Cette nuit-là, elle retourna à la grange alors que le ciel s'assombrissait en violet. Elle alluma la petite lampe près du berceau, s'assit dans son rocking chair et ouvrit son carnet. La page était vierge, en attente. Elle posa son stylo sur le papier et commença à écrire. « Tu n'as jamais vécu dans cette maison, pas comme nous l'avions rêvé, mais tu as vécu en lui. Et maintenant, tu vis en moi. Tu as été aimé. Tu es aimé. Cela te rend réel. » Elle s'arrêta, laissant l'encre s'installer, puis continua. « Nous sommes toujours là, et le monde est encore plein de lumière. » La grange conserva son silence. Les étoiles s'allumèrent une à une dans le ciel, et la nuit l'enveloppa doucement comme une promesse tenue. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de lumière aujourd'hui. Et si vous êtes prêt pour plus, découvrez l'histoire suivante qui vous attend.